Mes chers collègues, il est 18 heures. Nous allons pouvoir commencer cette séance du Conseil municipal du 24 mai 2022, en commençant par l'appel. Maître André Bézina, Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti donne procuration à Madame Sonia Porte, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian me donne procuration, Monsieur Robert Bojanovic donne procuration à M. Baucher, Mme Monica Logier, M. Charlie Rigucci donne procuration à M. Richard Comte, M. Richard Comte, Mme Gisèle Amédéo-Pasqui, Mme Claudine Cockloff, Mme Nicole Piedfort, M. Joseph Cosentino, Mme Patricia Bonifaci, Mme Patricia Degus, M. Robert Capelier donne procuration à Mme Nicole Piedfort, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro va arriver, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Madame Eva Scolari va arriver aussi, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache, il va arriver ou pas, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux donne procuration à Madame Caroline Beuil, Monsieur Alain Curti, on ne sait pas, et Monsieur Franck Marza est présent. Donc nous attendons donc des réponses de Monsieur Lagache et de Monsieur Curti. Bien, nous désignons donc, ça va Marco, comme secrétaire de séance Madame Eva Scolari. Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter les procès-verbaux des 14 mars 2022 et du 4 avril 2022, les deux derniers conseils municipaux. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Eva arrive. Bonsoir Eva. Pas de remarques particulières, pas de demande de modification. Bien, merci beaucoup. Nous allons donc passer à la première délibération. Il s'agit du rapport d'activité de l'établissement de bains Le Délibo, mes chers collègues. Le délégataire, la SARL Les Bains Villefranche-sur-Mer, anciennement dénommée SARL Plage Délibo, a remis son rapport annuel d'exploitation pour l'exercice 2020 du service public balnéaire, exploitation plage naturelle 1 lot sur la commune de Villefranche-sur-Mer. L'article L 1411-3 du CGCT prévoit que le rapport remis par le délégataire à l'autorité délégante doit être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée qui en prend acte. Le rapport annuel 2020 du délégataire était joint en annexe de l'ordre du jour. En synthèse, nous pouvons dire sur ce rapport que l'exploitation a été restreinte du mois de juin au mois d'octobre. Vous savez que le délégataire a la possibilité de rester installé sur la plage pendant 8 mois sur 12 et qu'au terme de l'exploitation, la plage doit être libérée de l'installation, ce qui est fait chaque année depuis 2016. Pour pallier la baisse d'activité notable qui a engendré un chiffre d'affaires 2020 de 830 233 €, alors que ce chiffre d'affaires était en 2019 de 1 102 000 €. Les effectifs ont été réduits et donc la masse salariale. La société est passée de 37 employés en 2019 à 12 employés en 2020. Donc c'est une diminution drastique des effectifs. Les tarifs des matelas ont augmenté, puisque au lieu de 20 € la journée, le tarif de journée est passé à 30 €. Nous avions un tarif de demi-journée à 18 € et un tarif de location de serviettes à 8 €. Et la société a eu un recours à l'emprunt de 314 628 €. Voilà, les comptes ont été présentés avec un résultat comptable qui est passé de 84 000 € en 2019 à 55 000 € en 2020. Et la commune a perçu une redevance de part fixe et de part variable. La part fixe 2020 a été réclamée et s'est élevée à 4 840 €
tenant compte de la réduction de la redevance Covid décidée par le conseil municipal. Nous avons fait un effort considérable pour les commerçants en 2020. Pour rappel, en 2019, la part fixe communale était de 19 000 € et la part variable de 27 000 €, ce qui fait un total de 46 000 €. Alors qu'en même temps, en 2018, la part perçue par l'État, en 2019, pardon, la part perçue par l'État était de 37 000 €. Donc le total des redevances était de 83 000 € en 2019 et a dû diminuer à 33 000 € en 2020. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette exploitation de l'eau balnéaire? Pas de questions? Donc le conseil municipal prend acte de ce rapport d'activité et je vous remercie. Nous passons au point numéro 2. Il s'agit, Maître Bézida, de rapporter la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Objet de cette délibération à suivre pour le personnel communal, la création d'un comité social territorial. Il est rappelé, alors, vous avez été délégateur du projet de délibération qui était joint à votre ordre du jour, bien sûr. Je vous en rappelle les principaux thèmes. Il est rappelé au conseil municipal les dispositions relatives au comité social territorial, à savoir, vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles tenus pour lus, vous les avez lus, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. La loi de 84, c'est avec la loi de 83, la loi cadre en matière de fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2021-171 du 10 mai 2021, donc c'est extrêmement récent, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et des établissements publics, considérant le renouvellement général des instances représentatives du personnel prévu traditionnellement en fin d'année, donc c'est le 8 décembre 2022, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, un comité social territorial doit être créé dès lors qu'un employeur emploie au moins 50 agents, ainsi qu'une formation spécialisée compétente en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dès lors qu'un employeur emploie au moins 200 agents. Considérant que l'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité social territorial est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 31 du décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 susvisé, considérant que l'organe délibérant peut rattacher au nouveau CST de la collectivité un ou plusieurs établissements publics locaux, en l'occurrence le CCAS, et considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique, compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS. Vu les délibérations concordantes des 10 établissements mairie et CCAS de Villefranche-sur-Mer, considérant que le constat des effectifs fixés à 185 agents, effectifs de la mairie de Villefranche-sur-Mer et du CCAS de Villefranche-sur-Mer, considérant que l'effectif est au moins égal à 50 agents et inférieur à 200, le conseil municipal peut décider de créer un collège de représentants titulaires comprenant 5 représentants. Considérant que le paritarisme est maintenu, considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 20 mai 2022 et ayant porté sur les dispositions de création de l'instance, je vous demande de bien vouloir 1. Décider la création d'un comité social territorial compétent pour les agents de la mairie et du CCAS de Villefranche-sur-Mer, dont la composition sera paritaire et composée de 2 collèges, un collège élu et un collège représentant du personnel. 2. Dire que le renouvellement général des instances représentatives du personnel aura lieu le 8 décembre 2022. 3. Fixer le nombre des représentants titulaires à 5 par collège et le nombre des représentants suppléants à 5 par collège. Décider que l'avis des 2 collèges sera recueilli lors de l'examen des dossiers le nécessitant. Y a-t-il des questions
Qu'est-ce qu'elle parle? Qui s'oppose? Attends, André, Pardon. oui. Non, juste pour dire qu'il existe déjà un comité Oui. technique, C'est ça. hein, et C'est que c'est la l'évolution. suite du C'est la comité. suite, C'est l'évolution. C'est l'évolution. Ils ont rajouté aux compétences du comité technique un volet, alors baptisé, là ils ont repris les 4 thèmes, social, la santé, etc. Et ça a complété le dispositif qui existait auparavant. Les modalités d'élection sont toujours paritaires. Voilà, donc c'est juste pour dire que les élus qui ont été désignés pour siéger au comité technique vont continuer à siéger au... comment t'appelles-t-il exactement? Donc nous avons un élu d'opposition qui est Caroline Beuil. Nous avons André Bézina, Catherine Baraja, Patricia Degus et moi-même. Donc les élus vont continuer à siéger, mais il est possible qu'il y ait de nouveaux représentants du personnel. Voilà. Oui, c'est une parité complète, de façon à ce qu'il y ait aussi plus de choses qui soient traitées. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup, maître Bézina. Nous passons à votre seconde délibération, la troisième de cet ordre du jour. Il s'agit des modalités de mise à disposition des véhicules de service pour le personnel communal. Vous avez la parole. Alors c'est intéressant et grâce à Sylvie Gaziglia, j'ai fait des recherches et des nuances là-dessus parce qu'il faut comprendre la situation. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, passez-moi le discours sur les textes, le L 2021-29, vu la loi de novembre 90, d'octobre 2013, vu la circulaire de l'État, considérant que la ville dispose d'un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition d'agents exerçant des fonctions justifiant le remisage du véhicule de service à leur domicile, considérant qu'il s'avère nécessaire d'en préciser les règles afin de responsabiliser les agents ayant recours aux véhicules municipaux, considérant que la mise à disposition d'un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée par une délibération annuelle du conseil municipal lorsque l'exercice des fonctions le justifie. Je m'arrête 2 secondes avant de passer à la suite, parce que nous avons tous toujours confondu, sauf certains qui connaissent la nuance, le véhicule de fonction et le véhicule de service. Or, ce n'est pas la même. Alors, juridiquement, c'est considéré comme la même chose, fiscalement, pas du tout. Donc, il faut faire des nuances extrêmement importantes, à la fois pour la responsabilité de l'agent et pour celle de la commune. Je vous propose de fixer la liste des fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile comme suit. Le directeur des services techniques, l'adjoint au directeur des services techniques, le responsable des ateliers municipaux, le responsable des espaces verts, le responsable de la cantine scolaire, le responsable du service communication protocole, les responsables de services événementiels manifestations, le responsable de la brigade des fêtes et logistique, les agents en astreinte. À titre exceptionnel, les agents en mission ponctuelle. Cette phrase est très importante parce que nous, il faut que l'on prévoie avant tout ça, bien évidemment, dans le cadre de la police d'assurance flotte et surtout dans le cadre de la responsabilité qui pourrait être la nôtre et de la recherche en matière fiscale de l'imposition à cet égard. D'adopter le règlement ci-dessous pour l'attribution d'un véhicule de service avec remisage. Article 1. Interdiction de principe du remisage à domicile. C'est l'interdiction de principe. Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles. Cette interdiction s'applique à tous les véhicules de service, toutefois pour des raisons de facilité d'organisation. Et dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile. Donc retenons bien que le principe, c'est l'interdiction, mais que nous pouvons, à titre exceptionnel, parce que c'est plus simple, plus pratique pour l'agent notamment et pour la collectivité, l'autoriser à remiser le véhicule à son domicile. Remiser ne veut pas dire s'en servir. Le remiser, c'est le ranger jusqu'au jour où on en a besoin à nouveau pour travailler. Deuxièmement, modalité d'autorisation au remisage d'un véhicule de service. Dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par leur chef de service à remiser leur véhicule à domicile. L'autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle et doit faire l'objet d'un arrêté d'autorisation de remisage à domicile
de véhicules de service, l'autorité territoriale aura au préalable ou concomitamment délivré à l'agent concerné un ordre de mission ponctuel ou permanent. Troisième article, c'est un peu rébarbatif, mais il faut quand même qu'on le sache. Conditions de remisage. Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit. L'agent s'engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à clé le véhicule, ainsi qu'à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d'attirer l'attention. Le volet le plus important, c'est l'article 4, les responsabilités. La loi du 31 décembre 1957, la loi de 57, c'est la loi sur l'obligation d'assurer les véhicules terrestres à moteur, attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour statuer sur les actions et responsabilités de dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. L'administration n'est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent si les dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle. Après avoir assuré la réparation des dommages, l'administration dispose d'une action récursoire contre son agent si elle estime qu'il avait commis une faute personnelle. Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et toute dégradation, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violence corporelle. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-responsabilité de l'agent. En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit s'acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les peines jusqu'à la suspension du permis ou à l'emprisonnement. Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d'accident. Il doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l'occasion de la conduite d'un véhicule personnel. En effet, l'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s'il ne révélait pas à son chef de service la suspension ou l'annulation de son permis de conduire. Article 5, conditions particulières. En cas d'absence prévue supérieure à 3 jours, le véhicule de service doit rester à disposition du service d'affectation. En cas d'absence imprévue, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité. Alors, de dire que c'est la délibération que le maire ainsi que le directeur général des services ont la possibilité de retirer l'autorisation de remisage en cas de non-respect des règles d'utilisation de ces véhicules telles que définies ci-dessus. Bien, merci beaucoup, Maître Bézina. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une unanimité, monsieur. Merci beaucoup. Nous passons au 4e point. Il s'agit de l'avenant à la convention de groupement de commandes sur l'approvisionnement en énergie et prestations annexes. Monsieur Zambernardi, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Chers collègues, vous avez été destinataire du projet de délibération qui était joint à l'ordre du jour. Je vous en donne lecture. Vu la directive européenne numéro 2009-72-CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, vu la directive européenne numéro 2009-73-CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2121-29, AL 2121-34, L 2022-21 et L 1413-3-2, vu l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public, vu le décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public et notamment les articles 25, 27 et 78, vu le Code de l'énergie et notamment les articles L 331-1 et suivants et L 332-1 et suivants, vu la loi
numéro 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, vu la convention constitutive d'un groupement de commandes, approvisionnement en énergie et prestations annexes en vigueur depuis le 4 septembre 2017, vu le courrier de la métropole Nice-Côte d'Azur en date du 26 avril 2022, considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer a des besoins en matière d'approvisionnement en énergie et prestations annexes, considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement des opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix, considérant de ces faits qu'un groupement de commandes initié par la métropole Nice-Côte d'Azur est créé depuis 2017 pour une durée illimitée afin de répondre aux besoins de ses membres en matière d'achat d'énergie et services annexes, considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Villefranche-sur-Mer au regard de ses besoins propres, considérant que le Code de la commande publique interdit désormais les marchés sans maximum suite à l'arrêté Simonsen et Veil rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 juin 2021, considérant que c'est dans ce contexte que le décret du 23 août 2021 tire les conséquences de cette décision en imposant aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourraient être commandées sur le fondement de l'accord cadre. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, l'article R 2162-4 du Code de la commande publique est modifié comme suit. Les accords cadres peuvent être conclus, premièrement, soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité. Deuxièmement, soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. Considérant que conformément à l'article 31 du décret du numéro 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022. Considérant qu'il convient donc de faire un avenant à la convention groupement de commande initiale conclue sans maximum avec tous les membres pour intégrer ce dispositif. Voilà, juste une petite explication. On a déjà délibéré pour mandater la métropole Côte d'Azur à faire des achats groupés sur toutes les énergies et les prestations annexes. Il manquait juste dans cet article qu'il fallait indiquer qu'il y avait un maximum. Ce n'était pas marqué, c'est juste pour mettre ça au goût du jour. Il n'y a aucun changement sur le fait que c'est la métropole qui négocie les prix pour toutes les communes de la métropole. On avait délibéré en ce sens il y a quelques années de ça. Voilà, c'est juste une explication. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Alors, je vous demande d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 de la convention constitutive des groupements de commandes en matière d'achat d'énergie et services annexes, joints en annexe, et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Zambernardi. Ça va ? Ouais. Impeccable. Point numéro 5. Il s'agit d'adopter un contrat type de mise à disposition des lieux pour la chapelle Sainte-Élisabeth. Madame Monica Laugier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Chers collègues, la commune a défini une nouvelle orientation culturelle axée sur, d'une part, la mise en valeur de son patrimoine architectural et artistique au travers de la rénovation de la citadelle, et d'autre part, le soutien à la création contemporaine en partenariat avec des institutions de renommée internationale. Dans cette perspective, il convient de modifier le contrat de mise à disposition de la chapelle Sainte-Élisabeth, destiné à accueillir des événements culturels, expositions, performances, cartes blanches, etc., et pédagogiques. Pour cette raison, la mise à disposition stricto sensu à des organisateurs privés sera mieux encadrée. Elle sera soumise, comme actuellement, à l'avis préalable de la direction des musées et affaires culturelles, en liaison avec l'adjointe à la culture. Je vous propose l'adoption du nouveau contrat type de mise à disposition qui a été joint en annexe de l'ordre du jour. Les modifications apportées au contrat en vigueur concernent les articles 4 et 6, ainsi que la mise en place d'une caution. Y a-t-il des questions ? Pas de questions.
Y a-t-il des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci Monica. Nous passons à la boutique des musées et à l'actualisation des stocks et des tarifs. Madame Laugier. Merci. Les musées de la Citadelle sont actuellement fermés au public pour rénovation. Toutefois, la boutique des musées reste ouverte et se renouvelle en prenant place au cœur de la vieille ville, dans un futur espace dédié situé en face de la chapelle Saint-Pierre. Cette boutique s'appellera la Galerie des musées de la Citadelle et présentera une offre de produits variés, cartes postales, affiches, sacs, livres et objets souvenirs. Ce projet est l'occasion d'actualiser les stocks et les tarifs des articles actuellement en vente et de proposer aux visiteurs de nouveaux produits. Dans cette perspective, je vous propose d'adopter la nouvelle grille tarifaire des produits en vente à la boutique des musées qui était jointe en annexe de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Les produits eux-mêmes, pourrait-on avoir un éclaircissement sur comment éventuellement rentrer dans cette boutique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est ouverte aussi bien aux particuliers qu'à n'importe quel artiste? Puisque j'ai vu qu'il figurait les cartes postales de Sylvie Tumortiki qui est sur Nice. Donc c'est pour savoir si éventuellement des artistes villefranchois étaient intéressés, s'ils pouvaient candidater pour pouvoir y vendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, dans l'immédiat, ce sont les produits qui étaient vendus déjà dans la boutique des musées. Nous avons ajouté quelques artistes comme nos nouvelles affiches. Vous avez pu voir la nouvelle identification de nos affiches de Villefranche. Donc un nouvel artiste, bien entendu. Donc pourquoi pas? Ça peut. Il faut pouvoir candidater, savoir si ça correspond à Villefranche, s'il y a un parallèle avec ce que nous avons, avec nos musées, etc. Et tout. Pourquoi pas? Donc c'est à eux de faire la démarche. Bien sûr. Ce que je vous dis franchement, je pense, me viennent à l'idée, à l'esprit, pourquoi pas Géraldine Saldier, qui a fait énormément d'aquarelles sur Villefranche, tous les commerces et tout, et qui je dois dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui demandent, etc. On ne peut pas apprendre tout le monde. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, avec beaucoup d'aquarelles, etc. Il faut que ça présente vraiment un intérêt, qu'on nous propose quelque chose de particulier. Pourquoi pas? Il faut qu'il y ait un intérêt particulier, une originalité ou quelque chose qui puisse rentrer plus tard aussi dans la boutique des musées aussi. Donc il faut, pourquoi pas. Donc la démarche doit venir du particulier intéressé. Oui, très bien, voilà. merci. Merci à vous. D'autres questions? Donc y a-t-il des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup Monica. Nous passons au Voile de l'Espoir, une convention de partenariat. Madame Kokloff, vous avez la parole. Chers collègues, depuis 2001 sont organisées les Voiles de l'Espoir, la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. Le fonds de dotation, les Voiles de l'Espoir, organise cet événement sous l'égide de l'association La Table Ronde Française. Les Voiles de l'Espoir sont l'opportunité pour des enfants en rémission de cancer, après un long parcours de soins et d'hospitalisation, de pouvoir s'évader et découvrir à bord de voiliers durant une semaine le monde fascinant de la mer. C'est sur la Côte d'Azur du 18 au 25 juin 2022 qu'un nouveau groupe d'enfants vivra une expérience jusqu'alors inédite. Dans la perspective de la réception à Villefranche-sur-Mer d'une étape des Voiles de l'Espoir, le mardi 21 juin 2022, la ville et le fonds de dotation Les Voiles de l'Espoir ont envisagé un partenariat qui prendra la forme d'une convention dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour. Considérant le souhait de la commune de s'associer à cette aventure humaine basée sur des valeurs de solidarité, de générosité et de partage, je vous propose d'approuver le partenariat de la commune avec le fonds de dotation Les Voiles de l'Espoir pour l'organisation
de l'étape des voiles de l'espoir le mardi 21 juin 2022 à Villefranche. De mettre gratuitement à disposition des organisateurs le parking du fond de plage des Marinières du lundi 20 juin au mercredi 22 juin inclus, ainsi que divers matériels nécessaires à la réception de l'étape. De participer à la location des bateaux qui accueilleront les enfants à une hauteur de 10 000 €, d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à signer. Y a-t-il des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bien, merci pour eux. C'est un bel événement. Je suis content qu'on puisse y participer. Ils seront là le soir de la fête de la musique, le 21 juin. Ça tombe un mardi. La délibération suivante, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle pour une sportive. Monsieur José Cosentino, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, Madame Anaïs Lemaire, kinésithérapeute à Villefranche-sur-Mer, a en projet de participer au 70.3 Half Ironman de Saint-Georges aux États-Unis le 22 octobre 2022. Il s'agit d'un triathlon longue distance auquel Madame Lemaire a pu s'inscrire grâce à son excellent classement au triathlon de Nice 2021 en terminant 40e sur 1600 participants. Madame le maire a sollicité le soutien de la commune pour le financement de sa participation à ce championnat du monde. En contrepartie, Madame le maire s'engage à positionner le logo de la ville sur les tenues de course de la marque de textile française Kiwami, qui la sponsorise, identifier la ville sur les publications Instagram des activités dédiées à sa préparation tout au long de l'année et participer aux événements sportifs organisés à Villefranche-sur-Mer. Compte tenu de l'intérêt en termes d'image que peut représenter pour la commune la participation de cette jeune triathlète villefranchoise, qui est par ailleurs kinésithérapeute à Villefranche, oui, mais je l'ai déjà dit, oui. Je vous propose d'accorder une subvention de 1 000 € à Madame le maire, dont le versement sera soumis à la présentation de la preuve de sa participation à la compétition et du tableau des résultats. Les crédits correspondants figurent au budget au compte 65. Une présentation du projet était jointe en annexe de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Madame Beuil, vous avez la parole. Ce sera pour rejaillir sur Villefranche-sur-Mer. Nous n'y voyons absolument aucun inconvénient. Moi, c'était plus au niveau logistique, dans le sens où, très bien, la subvention est validée, Madame le maire participe. Comment comptez-vous et avez-vous imaginé éventuellement inclure les Villefranchois, si vous voulez, à cet événement, en la présentant, puisqu'il aurait peut-être été sympathique que nous puissions découvrir qui est Madame le maire, de façon à créer un véritable engouement avec les concitoyens pour éventuellement la supporter et voir si elle remporte un bon score, pourquoi pas faire un événement. Je suppose que d'ici le 22 octobre 2022, on aura l'occasion non seulement de la recevoir, elle se présentera, elle expliquera son envie de participer à ce Ironman. Elle pourra sûrement essayer de faire un petit film là-bas, j'espère, si elle peut. Je ne sais pas si en cours on peut le faire, mais enfin, et qu'on pourra de toute façon pouvoir le visionner dès son retour. Et puis, je pense qu'on peut que lui souhaiter le meilleur classement possible. Hein. Oui, non, tout à fait. Mais disons que je partais du principe, je ne sais pas, elle est kinée à Villefranche-sur-Mer, comme vous disiez. Bon, moi, personnellement, je ne la connais pas. Donc, c'est peut-être justement une manière de joindre l'utile à l'agréable, premièrement. Et deuxièmement, vous disiez qu'elle travaillait sur Villefranche, mais je ne sais pas si elle est domiciliée sur Villefranche.
C'est juste, si je peux Elle me travaille permettre, sur Villefranche-Bon, elle que se l'événement ne soit pas par la suite récupéré par une autre commune, éventuellement s'il y a un bon score, et qu'on puisse véritablement faire participer la population et encourager les sportifs villefranchois à faire les mêmes demandes, puisque nous avons quelques sportifs à Villefranche qui eux aussi sont classés. Je pense notamment à M. Guigan, Alexis, qui lui aussi fait des belles prestations. Alexis Gigant, en effet, c'est le fils de Thierry Gigant. Il se débrouille pas mal en course. Hein. Court vite. Son papa courait très vite aussi. Il était ailier droit au foot. Il jouait dans l'équipe de mon frère. C'était un bon joueur. Il a joué jusqu'en 4e division. Thierry, Il gagne souvent la Montacale. Il s'occupe de la Régence maintenant. Et Alexis court vachement bien. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu une sacrée équipe de coureurs à Villefranche. Il faut dire que quand on pratique les parcours villefranchois, tout le reste vous semble facile. C'est une excellente remarque, Madame Beuil. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que si nous avons souhaité vous proposer une subvention de 1 000 € pour Anaïs Lemaire, c'est pour valoriser son parcours. Et je subodore très fortement qu'elle fera en sorte de le valoriser, même en direct. Donc voilà, nous nous occupons de cette affaire. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de voter cette subvention exceptionnelle. Ok, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette jeune triathlète. Merci beaucoup. Nous passons à la 9e délibération. C'est Madame Piedfort qui va nous parler de la création de l'agence d'urbanisme azuréenne. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, vous avez été destinataire du projet de délibération qui était joint donc à l'ordre du jour. Je vous fais grâce de tous les vus et tous les considérants, donc je me suis permis, si Monsieur le maire est d'accord, de faire un tout petit résumé rapide de cette délibération que vous avez eue, je pense, joint à l'ordre du jour. Donc, je rappelle que par délibération du 3 février 2022, le Conseil métropolitain a voté à l'unanimité la création de l'agence d'urbanisme azuréenne. Cette agence a pour objectif de répondre aux nouvelles exigences environnementales, climatiques et réglementaires placées au cœur de l'aménagement, de l'urbanisme et du cadre de vie des communes. Elle aura pour objet, dans le cadre de ses missions d'intérêt collectif, d'apporter et d'accompagner les projets communaux et métropolitains en développant notamment de nouvelles formes de concertation. La métropole a invité les communes qui le souhaitent à devenir partenaires de c'est un nouvel outil mutualisé d'ingénierie territoriale et urbaine, organisé sous la forme d'une association de la loi 1901. Donc je vous demande de décider d'adhérer au moment de sa création, donc elle est en cours de création, à l'agence d'urbanisme azuréenne, outil d'ingénierie d'intérêt public sous le régime de l'associatif de la loi de 1901, de décider d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant de participer à l'assemblée constitutive de l'agence d'urbanisme azuréenne lorsque celle-ci sera convoquée et à siéger ensuite au sein de ces instances associatives, de décider que les projets de statut de l'agence d'urbanisme azuréenne, une fois finalisés avec les partenaires, seront présentés au conseil municipal en vue de leur approbation, de charger Monsieur le maire et les représentants de la commune de conduire les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Moi, j'ai une question, Piedfort. Cette agence d'urbanisme, je crois qu'elle n'existe pas donc sur le territoire. Il en existe déjà à Bordeaux, par exemple? Alors, il existe sur le territoire français plus de 50 agences. 50 agences du même type que celle qui va être créée. Elles existent dans toutes les grandes métropoles et elles sont indispensables pour préparer les projets d'urbanisme complexes. J'interviens. Oui. Donc, cette agence qui est indispensable au bon fonctionnement du métropole, elle n'existe pas à Nice? Elle n'existe pas à Nice. Très bien.
Donc, vous y voyez une utilité certaine pour le fonctionnement de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question complémentaire. Est-ce que cette agence dépend de la métropole Nice-Côte d'Azur ou est-ce que c'est une agence indépendante? Alors, je réponds, c'est une agence indépendante puisque elle est régie sous la loi de 1901. Voilà. Je peux rajouter une petite remarque si vous le souhaitez, monsieur le maire. L'agence permettra la réalisation de schémas de cohérence territoriale, ce que nous n'avons pas dans la métropole de Nice-Côte d'Azur. Une remarque d'un urbaniste, l'absence de SCOT. Et si on pouvait créer ces SCOT, notamment alors, ce SCOT pour attendez, la Madame métropole... Piedfort, excusez-moi, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Si on avait un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, on aurait pu éviter les problèmes majeurs de très nombreuses communes sur l'ensemble du territoire de la métropole, à savoir, et je le dis très fermement, l'impossibilité d'ouvrir à l'urbanisation des secteurs sans obtenir au préalable l'avis du préfet. Alors, c'est très compliqué peut-être à comprendre, mais chaque fois qu'on veut ouvrir à l'urbanisation un secteur dans le cadre d'un PLU, du PLU métropolitain, nous sommes obligés de passer par les fourches codines du préfet. C'est le préfet qui autorise. Voilà, c'est la loi qui est comme ça. Alors, si vous voulez, je peux intervenir encore. Une intervention peut être faite à la demande des communes, mais ce n'est pas une obligation. Donc c'est un rôle essentiel, je pense, pour la planification de la métropole, puisqu'aujourd'hui, la planification par le biais du PLU métropolitain est essentiellement administrative et réglementaire. Et j'en terminerai là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Nicole, s'il vous plaît. Voilà, qui est contre? Pardon. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Je veux juste vous dire que nous avons un agent de la police municipale de Villefranche qui a été champion de France de bodybuilding en catégorie de moins de 70 kilos. Alors, j'espère qu'il va bien. Je sais qu'il va bien. En tout cas, je le félicite. Ce n'est pas tous les jours, donc c'est super. Je veux vous dire aussi que je suis très heureux de l'ouverture d'un nouveau laboratoire de biologie médicale à Villefranche-sur-Mer. Le précédent a été obligé de fermer. Il y a des rumeurs qui ont couru, comme quoi, ça y est, il n'y avait plus de labo, qu'il allait à Beaulieu, donc j'ai laissé volontairement courir les rumeurs. Mais le laboratoire Serbe-Alliance a bien ouvert ses portes au même endroit, à l'immeuble Marco Polo. Je veux vous dire aussi qu'il va falloir que vous preniez des forces pour le mois de juin et le mois de juillet. Nous aurons le 3 juin un hommage à la Cédille qui sourit avec une performance de Laurent Marissal à la chapelle Sainte-Élisabeth. Les 3 et 4 juin, nous aurons les festivités de la compagnie Jackie Biagini avec un spectacle amateur et professionnel Marius. Le dimanche 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Le dimanche 5 juin, nous aurons un grand nettoyage des plages, en particulier de la zone du Palais de la Marine, où nous avons installé la SMEL, en partenariat avec toutes les associations, en particulier Villefranche au Cœur, Bleu Gorgone et Paddle Cleaner. Le mardi 8 juin à 18h, nous aurons une commémoration intercommunale de la guerre d'Indochine à Beaulieu. Le samedi 11 juin, déambulation Molière à travers la vieille ville à partir de 16h. Toujours le samedi 11 juin à 20h30, les Fugueuses dans le cadre de Citadelle Arte. Dimanche 12 juin, le premier tour des élections législatives. Vendredi 17 juin, concert et gala de danse du Sivom à l'Auditorium et au Théâtre de Verdure. Samedi 18 juin, commémoration intercommunale de l'appel du général de Gaulle à Saint-Jean. Toujours samedi 18 juin, la fête des écoles dans le Théâtre de Verdure et dans les jardins. Dimanche 19 juin, le second tour des élections législatives. À ce propos, je voudrais rappeler à chacun des élus du conseil municipal que tenir des bureaux de vote lors des élections n'est pas facultatif, mais obligatoire.
On ne peut pas se soustraire à ça. Il y a eu une élection assez importante le mois dernier, l'élection présidentielle, et il y a eu des absents. Et ça, je vous le dis, hein, ce n'est pas possible. C'est comme venir aux cérémonies commémoratives ou venir aux conseils municipaux. On ne peut pas être absent sans raison. Lundi 21 juin, nous aurons un concert du Conservatoire Place Félix Poulan et nous aurons les voiles de l'espoir à la plage des Marinières. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, nous aurons la Crème Festival. C'est la 3e édition dans la Citadelle, au Clos de Boule, à la Darse, en journée et en soirée. Samedi 25 juin, à la Chapelle Sainte-Élisabeth, l'exposition Silva Usta. Dimanche 26 juin, il faudra monter tous les escaliers de Villefranche, depuis la place de la Paix jusqu'à Saint-Michel. C'est vachement sympa. Vous voyez des trucs incroyables, la Léopolda, enfin plein de trucs que vous ne voyez pas souvent. Mercredi 29 juin, nous aurons l'ouverture du cinéma en plein air au Théâtre de Verdure. Vendredi 1er et samedi 2 juillet, le championnat de France d'apnée au port de la Darse et dans la Rade. Du 2 juillet au 4 décembre, l'exposition Plein jour de Jean-Baptiste Bernardet. J'espère qu'il aura moins mal aux genoux que ces jours-ci. Dans la Citadelle, les Jardins, la Chapelle Saint-Elme. Dimanche 3 juillet, la fête de la Saint-Pierre au port de la Santé. Toujours dimanche 3 juillet, le centenaire du Club de la Voile au Parc à Charbon. Lundi 4 juillet, la commémoration de Mercer Kébir. Et lundi 4 juillet, l'Independence Day. Toujours à propos, c'est pas mal, ouais. Rien que d'y penser, je suis fatigué. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous preniez des forces. Préparez-vous. Et donc, à propos de ces fameuses élections, où je vous demande vraiment d'être toutes et tous présents, je voulais vous dire qu'il y a un candidat qui est le maire de Beaulieu. Il s'appelle Roger Roux. Beaulieu, c'est juste à côté de Villefranche. Roger, c'est un garçon fidèle. C'est un garçon dont on connaît la qualité de travail, qui a toujours été aux côtés de Villefranche, qui a la force de l'expérience d'un élu qui est maire de la commune depuis 21 ans. Et je voulais simplement vous dire qu'en toutes circonstances, nous avons pu compter sur lui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.